Le SLEG met sa menace à exécution. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a déclenché ce jeudi une grève illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Vous aurez le constat de nos reporters concernant la zone spéciale de Conakry. Et puis nous vous proposerons un extrait du compte-rendu de la session ordinaire hebdomadaire du Conseil des ministres. Comme d'habitude, le chef de l'État a encore donné des instructions aux membres du gouvernement. Un mot sur l'histoire. Il y a 100 ans, chavirait l'Afrique. C'est le nom de ce bateau dont le naufrage a fait près de 570 morts en 1920. Les détails en fin du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Je vous l'annonce dans les titres. La grève déclenchée ce jeudi par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG a paralysé les cours dans quelques établissements scolaires de Conakry. C'est le cas du collège Château d'Eau dans la commune de Kaloum. Même constat au lycée et collège 1er mars de Matam. Là-bas d'ailleurs, les salles de classe étaient même fermées. Il faut signaler que nos reporters n'ont pas eu l'autorisation de faire leur constat au lycée du 2 octobre, situé tout près du ministère de l'Éducation nationale. Suivez le reportage dans Soubaï le Badlé, Sourikan Jabangoura et Abdoulaye Keïta. Il n'y a pas eu cours au lycée-collège 1er mars de Matam en ce premier jour de la grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG. Ce jeudi, certaines salles de classe étaient fermées et celles qui sont ouvertes ne contiennent pas d'élèves. Tout est vide. Sur un tableau, voici ce qu'on pouvait lire, pas de cours. Le proviseur de ce lycée nous a confié en offre que sur les 34 enseignants programmés, 6 ont répondu présents. Mais ces derniers aussi n'ont pas enseigné, a déclaré notre proviseur. Dans cet établissement, nous avons quand même trouvé quelques élèves dans la cour. Nous n'avons rien fait aujourd'hui, absolument rien. Les profs ne sont pas venus, tandis que les contractuels aussi. Donc, nous allons laisser venir aujourd'hui, mais nous n'avons rien fait quand même. Nous avons trouvé quand même les salles qui étaient fermées. Ils n'ont rien étudié en son premier jour de la grève du SLEG au compte de l'année 2020. Dans la cour de l'école, des élèves se trouvent le moyen de se divertir. Ils jouent au ballon à défaut de faire les cours dans les classes. Et ceux qui ne jouent pas essayent d'observer leurs amis footballeurs. Je regarde le match de mes amis, quoi. C'est pour cela que je suis là jusqu'à présent. Ce sont aussi des élèves? Oui, oui. De là, nous avons continué notre constat au collège Satodo de Kaloum. À notre arrivée, nous avons rencontré un groupe d'élèves qui cherchent à rentrer à la maison. Un de leurs nous a expliqué ce qu'ils ont eu à faire dans la matinée de ce jeudi. Les cours ont été bien passés aujourd'hui, mais les profs ne sont pas venus aujourd'hui. Nous sommes restés en classe comme ça, mais les titulaires ne sont pas venus aujourd'hui. C'est notre professeur principal qui nous a donné le cours aujourd'hui. Notre périple a pris fin au lycée 2 octobre de Kaloum, une école où le proviseur nous a interdit de prendre toute image relevant de son établissement. Dans la commune de Dexine, c'est le lycée Donka qui a été visité par nos reporters. Là-bas, la proviseure a juste livré des statistiques du taux de présence sans pour autant donner l'autorisation à la presse de faire le constat dans les salles de classe. En revanche, dans la commune de Ratoma, le proviseur du lycée Kipé a lui laissé les journalistes sillonner les salles de classe. À ce niveau, nos reporters ont constaté la présence des élèves et enseignants en situation de classe malgré quelques cas d'absence. En Soubaï le Balé pour les détails. Nous avons commencé notre constat au lycée Kipé. Dans cet établissement, les élèves ont massivement répondu présents. Dans les salles de classe, ils font les cours avec les enseignants qui sont présents. Il y a eu pas mal de théories qui à un moment donné étaient considérées comme la plus petite particule. Oui, voilà. Le proviseur nous a livré les statistiques du jour. Pour un effectif de 1281 programmés, nous avons 1092 élèves présents dans les différentes classes. Et pour ce qui concerne les demoiselles, elles sont 416 pour toute l'école. Et là, on a 392 qui sont présents.
Pour le corps enseignant en situation de classe, nous avons 23 professeurs programmés pour 8 heures. Et parmi les 23, on a 17 qui sont présents. Donc il n'y a que 6 qui n'ont pas répondu. Et au niveau de l'encadrement, nous sommes 24. Les 24 sont naturellement présents. Sauf que dans certaines salles de classe, il n'y a ni élèves ni enseignants. Nous avons posé la question au proviseur pour savoir pourquoi le nombre pléthorique d'élèves dans les salles occupées. Vous avez la classe de terminale maths 1 que vous avez visitée là. Il y a en maths 2, le professeur de physique qui n'est pas venu. Les enfants ont préféré venir suivre le cours de philosophie pour ne pas rester comme ça. Ils sont venus. Donc vous avez vu comme ça, 2 classes dans la salle 5 qui représentaient les terminales maths 1 et 2. De là, nous sommes allés au lycée Donka dans la commune de Dixine. Là-bas, la proviseure s'est juste contentée de nous dicter les statistiques sans pour autant nous autoriser à faire le constat dans les salles de classe. Sur les 12 encadreurs qui étaient programmés, il y a 9 qui sont présents. Les 2 autres qui ne sont pas présents, leur absence n'est pas liée à la grève. C'est pour d'autres raisons. Ils s'absentaient avant même ici, c'est pour d'autres raisons. Donc, sinon, on allait faire le 100% côté encadrement et direction. Pour les enseignants programmés, sur les 13 programmés également, il y a un qui a été muté, il y a un aussi qui est parti à la retraite. Donc, ce matin, nous avons 11 présents, 11 enseignants présents. Les élèves sur les 562 programmés, dont les 162 filles, nous avons 375 présents, dont 55 filles. Partout dans ces écoles, les élèves interviewés se disent préoccupés de leur avenir. Ils invitent leurs collègues à venir suivre les cours. Tous ont lancé un message à la retenue et à la compréhension pour sauver l'école guinéenne. Cap à présent sur Matoto, dans la plupart des écoles de cette commune de la capitale, les cours se sont déroulés presque comme d'habitude, en tout cas au niveau des établissements visités par nos équipes. Du lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya au lycée Ahmed Sékou Touré, en passant par le collège de Saïfoula Diallo de Bessia et l'école primaire de la Tannerie, nos reporters ont constaté la présence des élèves encadrés par des enseignants. Alpha Ibrahima Touré. L'engouement est de taille dans tous les établissements que nous avons sillonnés en ce premier jour de la grève déclenchée par le SLEG d'Aboubacar Souma au compte de l'année 2020. Dans ces écoles, des élèves et enseignants sont présents et le corps enseignant suit son mouvement habituel. Au lycée Léopold Sédar Senghor, les statistiques en font foi. Sur les 23 professeurs programmés ce jeudi, 18 ont répondu présents, selon le proviseur du dit lycée. Ce matin, sur 23 programmés, moi j'ai les 18 professeurs maintenant en classe. Et vous avez visualisé certaines classes, elles sont remplies d'élèves. Pendant notre constat, une mission de la DCE de Matoto nous a trouvés sur place. Elle est accompagnée d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale. Avec ses responsables, plusieurs autres écoles ont été sillonnées. Ceux qui vous invitent à faire ce boycott-là, ça ne leur apporte, ils connaissent pourquoi ils le font. C'est pour leur propre bien. Nous sommes sur le 3e point de l'accord du 10 janvier dernier 2019. On ne sait pas par quelle magie on puisse abandonner l'accord pendant que les points sont en train d'être résolus et se mettre dans la grève. C'est un appel lancé à tous les enseignants que ce n'est pas une grève syndicale, mais plutôt politique. Il est 10 heures au lycée Ahmed Sékou Touré de l'aviation. Là-bas, nous avons trouvé des élèves à la récréation. Le proviseur, quant à lui, multiplie le contrôle. Au collège Saïfoula Diallo également, c'est la même rengaine. Il y a 22 professeurs qu'on a programmés aujourd'hui. Sur les 22 professeurs, il y a 18 professeurs qui sont présents. Les 4 absents, il y a 2 malades, il y a 2 autres qui se sont abstenus. Sincèrement, ça me va droit au cœur. Pour le moment, vous avez remarqué, tout se passe bien, les élèves ont massivement répondu. Ce
sur les 18 professeurs programmés, il y a déjà 14 qui ont répondu. Il faut signaler la présence des forces de l'ordre au niveau de tous ces établissements sillonnés pour veiller au grain. C'était là un constat sur le terrain. À présent, cette question, quel bilan les meneurs de la grève font-ils de cette première journée de débrayage? Selon le chargé de communication du SLEG, le bilan est rassurant. Adrien Gbami félicite d'ailleurs les enseignants pour ce qu'il appelle l'observation effective du mot d'ordre. Suivez. Aujourd'hui, le bilan est rassurant. Nous sommes très satisfaits de ce résultat de la première journée de notre grève. Et si vous prenez la zone spéciale de Conakry, vous êtes des journalistes d'investigation et vous avez vu la commune de Kaloum qui a observé à 100%, il faut le dire ainsi, cette grève, et aussi la commune de Matam, la commune de Ratoma, la commune de Dixine et autres. À l'intérieur du pays, sans commentaire. C'est pour vous dire que les enseignants de Guinée ont pris conscience qu'ils sont dans la précarité et qu'ils ne vont pas accepter non seulement de se faire berner par qui que ce soit. Parce que le SLEG est un syndicat responsable qui défend les travailleurs et le travail. Cette fois-ci, les enseignants ont observé ce mode de grève partout dans le pays. Et surtout, il faut remercier davantage tous les secrétaires généraux qui ont, à travers leur bureau, ont réussi à porter fruit, porter très haut ce drapeau de SLEG, tout en non seulement en manifestant de façon responsable, en restant à la maison et à obéir au mode de grève. La session ordinaire hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi au palais Séroutoria sous la présidence du chef de l'État. Comme d'habitude, Alpha Condé a encore donné des instructions aux membres du gouvernement. Je vous propose un extrait du compte-rendu d'Aboubacar Silla, porte-parole du gouvernement. Suivez. Le président de la République a instruit le ministre en charge du tourisme et de l'hôtellerie de veiller à l'utilisation accrue de la main-d'œuvre locale lors du recrutement du personnel des hôtels, tout en encourageant vivement à la promotion des produits locaux dans les services de restauration offerts par les différents réceptifs. Le chef de l'État a invité les ministres en charge du transport et de l'environnement de faire prendre les mesures nécessaires à la cessation des nuisances liées à la pollution de l'atmosphère dans le voisinage du port de Conakry, du fait des opérations de manutention du clinker importé par les unités industrielles de production de ciment. Le président de la République a invité les membres du gouvernement à communiquer régulièrement dans les médias afin d'informer les populations sur le bilan réel du gouvernement et sur les enjeux politiques, sociaux et économiques actuels. En effet, seule une communication intensive et basée sur des faits concrets pourrait atténuer de manière significative les effets de la désinformation et de la manipulation organisée par l'opposition politique dont les principaux ténors sont, à plus d'un titre, responsables du retard économique enregistré par notre pays. Il y a 100 ans, on enregistrait le pire accident maritime de l'histoire de France avec près de 570 morts dans ce naufrage d'un navire qui a chaviré au large de l'Aune le 9 janvier 1920. Connu sous le nom de l'Afrique, ce paquebot avait à son bord des Français, mais aussi des tirailleurs sénégalais engagés dans la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, les descendants des victimes tentent d'honorer leur mémoire. Suivez ce reportage de nos confrères de France 3. Au large de l'île de Ré, au fond de l'Atlantique, c'est une carcasse devenue un refuge pour la faune et la flore. Avec ses hélices, sa cale, c'est l'épave d'un paquebot. Son nom, l'Afrique, vestige du pire accident maritime de l'histoire de France, 568 morts, une tragédie presque tombée dans l'oubli. Sur l'Afrique, il y avait le grand-oncle de Francine Sautet. Elle a découvert la vie de son ancêtre dans les archives familiales. Ça, c'est Louis Boucher, mon arrière-grand-mère. Elle avait gardé tous les papiers et elle m'avait dit, si un jour tu peux les faire vivre, fais-les vivre.
Pendant la Grande Guerre, Louis Boucher est ambulancier. En 1918, il se marie avec sa femme, qui meurt 5 mois plus tard. Il décide de partir, trouve un emploi au Gabon et embarque à bord de l'Afrique, direction Dakar. Il est parti d'ici, là. Il a claqué la porte ici, je peux vous dire, devant la maison, il est parti. Et mes grands-parents sont venus ici pour gérer la maison et il n'est jamais revenu. C'était une nouvelle vie, mais sa nouvelle vie, elle s'est arrêtée au large de La Rochelle. Car le voyage va tourner court. 9 janvier 1920, du quai des Chartrons, le paquebot part de Bordeaux, quitte l'estuaire de la Gironde, puis les avaries s'enchaînent. À 40 km des côtes, l'Afrique devient incontrôlable. Le chef mécanicien monte sur la passerelle voir le commandant, il le prévient qu'il y a de l'eau dans les cales qui rentre de plus en plus. C'est le début du cauchemar. Les pompes, elles ne fonctionnent pas vraiment. Il y a des pompes qui sont bouchées, ils n'arrivent pas à évacuer l'eau et l'eau continue de monter. En pleine tempête, l'équipage change de cap, tente de rejoindre la côte. Mais dans la nuit, sans moteur et sans secours, le navire heurte un bateau phare. Comme le Titanic, l'Afrique sombre avec ses passagers. Il n'y a que 34 rescapés, des membres d'équipage et quelques tirailleurs sénégalais. Au départ, ils étaient près de 200. Restés en France après la guerre, ils devaient retourner à Dakar. Aujourd'hui, une association se bat toujours pour leur mémoire. Nous souhaitons qu'ils soient déclarés morts pour la France et que nous puissions mettre en place une commission qui aille chercher leurs descendants, les trouver en Afrique et réparer cette injustice. C'est encore possible. Une reconnaissance aussi pour toutes les victimes. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule stèle à la mémoire des naufragés de l'Afrique. L'Australie est toujours sous la menace des feux. Les militaires demandent aux habitants de fuir depuis septembre. 26 personnes sont mortes et plus d'1 milliard d'animaux ont disparu. Les kangourous, l'un des animaux symboles du pays, ont payé un lourd tribut. C'est un reportage de France 2. Suivez. La fumée est encore très épaisse, mais l'incendie est éteint. Cet endroit abritait un immense sanctuaire pour animaux sauvages, 350 hectares. Il y avait ici des centaines de kangourous, des wallabies et d'autres espèces endémiques d'Australie. Mais tout a brûlé. C'est Sarah Tilling qui dirige le sanctuaire. Quand le feu est arrivé, elle a dû abandonner ses protégés. C'était rempli de kangourous, au moins 100 ou 150. On les voyait tous les matins et tous les soirs en train de manger. Et depuis les incendies, nous en avons revu à peine 20. Certains se cachent peut-être. Soudain, un kangourou survivant apparaît. Visiblement affamé, mais en vie. Il y a aussi tout autour de très nombreuses carcasses, ceux qui n'ont pas pu échapper aux flammes, ils sont des milliers. Le feu est arrivé comme une tornade. Peu à peu, d'autres pensionnaires réapparaissent. Ici, un couple de wallabies. Certains ont déjà dû recevoir des soins. Hey Grace, regardez-la. Gracie, c'est une survivante. Elle a des bandages sur les pieds car elle a les pieds brûlés, regardez. Elle a perdu du poids, sa santé s'est dégradée. Nous sommes inquiets. Sarah aussi a payé le prix fort. Voici tout ce qu'il reste de sa maison située au milieu du sanctuaire. De la tôle et des cendres. Perdre tout, absolument tout, et de cette façon, c'est vraiment cruel, tellement cruel. Mais les animaux sauvages sont les plus grandes victimes de tout ça. Nous pouvons reconstruire nos maisons, ce sont juste des objets. Mais eux, qu'ont-ils fait pour mériter ce sort? Qu'ont-ils fait? Ils étaient là avant nous, c'est leur territoire, pas le nôtre, et nous avons tout détruit. Ça me brise le cœur. Au milieu du chaos, il y a tout de même de bonnes nouvelles. Le mari de Sarah vient de trouver un bébé wombat en parfaite santé. C'est une survivante. C'est une de celles qui me redonne le sourire. Nous n'abandonnerons jamais, ils ont besoin de nous. Maintenant, plus que jamais. Alors que la plupart des incendies sont aujourd'hui sous contrôle, un autre problème se pose pour tous ces animaux. S'ils ont survécu aux flammes ou trouvé de l'eau et de la nourriture, alors que concrètement,
tout est carbonisé. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Grand merci à Maïmouna Diallo et grand merci à Abdoulaye Keïta.